Le football africain a toujours été un terrain de passion, de fierté, mais parfois aussi de mystère. Ce match entre le Nigeria et la RD Congo aurait dû être un duel tactique, une simple bataille sportive pour une qualification historique. Pourtant, ce qui s'est passé ce soir-là dépasse largement le cadre du terrain. Une accusation choc, une histoire de vaudou, une vérité qui se brouille entre la victoire et l'invisible. Dans cette vidéo, on plonge au cœur d'une polémique qui divise tout un continent. Préparez-vous à découvrir ce que personne n'ose vraiment dire. Le football peut-il être manipulé par des forces spirituelles? Ou s'agit-il d'une excuse venue d'un coach sous pression? Voici l'histoire complète du match qui a déchaîné les passions. Nigeria face à la RD Congo, quand le sport rencontre le mystique. Le match opposant le Nigeria à la RD Congo était bien plus qu'une simple rencontre sportive. C'était un choc décisif pour la qualification à la Coupe du Monde. Un moment où chaque seconde compte. Les deux nations avaient leurs espoirs, leurs stratégies, leurs supporters et surtout leur fierté en jeu. On savait dès le début que ce match ne serait pas ordinaire. Dès les premières minutes, l'intensité était visible sur le terrain. Le Nigeria a ouvert le score très tôt, dès la 3e minute, sur un but de Frank Onyeka, mettant la pression sur les Congolais. Mais la RD Congo n'a pas paniqué. Elle a continué à jouer, à construire, à se battre pour revenir dans le match. Et c'est ce qu'elle a fait, avec un but de Meshak Elia à la 32e minute. Chaque action, chaque duel, chaque coup franc était suivi avec tension par les fans dans le stade comme devant les écrans. On sentait que les joueurs savaient, il n'y aurait pas de deuxième chance. Les minutes passaient, sans que personne ne prenne l'avantage. Les prolongations se sont achevées sur ce score de 1-1. Puis est venu le moment le plus redouté et le plus dramatique du football, la séance de tir au but. Le stade retenait son souffle. Les regards étaient fixés sur les tireurs. C'est dans ce contexte de pression maximale, d'émotion extrême, que l'histoire a basculé, non seulement sportivement, mais aussi médiatiquement et mystiquement. La séance de tir au but a été le moment le plus intense du match. Les joueurs étaient épuisés, physiquement et mentalement, après 120 minutes de combat. Tout reposait maintenant sur quelques tirs, quelques secondes, quelques respirations avant de frapper le ballon. C'était une question de nerfs, de précision et de destin. Le Nigeria a commencé fort, mais très vite, la tension a inversé la balance. Un tir manqué, puis un autre. Pendant ce temps, les Congolais sont restés calmes, concentrés, impassibles face à la pression. Ils ont transformé leur pénalty 1-1 comme si tout était écrit d'avance, ou comme si rien ne pouvait les atteindre. Les supporters retenaient leur souffle. Quand le dernier tir congolais est entré dans les filets, tout a explosé. Les joueurs ont couru dans tous les sens. Certains se sont jetés au sol, d'autres ont levé les bras au ciel. On a vu des larmes, des cris, des sourires et des étreintes. C'était une délivrance, une explosion de joie pure, un moment que tout un pays attendait. Dans les tribunes et sur les réseaux, les Congolais ont célébré comme si c'était déjà la Coupe du Monde. Les drapeaux flottaient, les chants résonnaient, la fierté nationale brillait. Pendant ce temps, les Nigériens, eux, restaient abasourdis, figés par la déception. Mais personne ne se doutait que cette victoire allait bientôt être entourée d'une toute autre polémique. Après la rencontre, alors que les journalistes attendaient une analyse tactique ou un commentaire sur le match, Eric Schell est apparu à la conférence de presse avec un visage fermé. On pouvait sentir la déception, la frustration, mais aussi quelque chose de plus profond. Il n'était pas là pour parler simplement de football. Son regard en disait long. Le sélectionneur du Nigeria n'a pas évoqué l'échec devant le but, le manque de réalisme ou la fatigue de ses joueurs. Il n'a pas parlé de stratégie, ni même d'erreurs arbitrales. Non. Ce qu'il a dénoncé, c'était, selon lui, un élément extérieur au sport, une force invisible, une manipulation du destin. Schell était persuadé que la défaite n'était pas seulement due au jeu. Visiblement agacé, il a déclaré devant les micros que quelque chose d'anormal s'était produit lors de la séance de tir au but. Son discours a immédiatement surpris tout le monde. Les journalistes ont échangé des regards, incrédules. Certains pensaient à une blague, d'autres à un moment de colère mal dirigée. Mais il était sérieux, convaincu, même troublé. Eric Schell n'a pas cherché à enrober ses mots, ni à minimiser ses propos. Il a laissé entendre qu'un membre du staff de la RD Congo avait agi de manière mystique pendant les tirs au but. Selon lui, ce n'était pas du hasard, ni de la chance. Et avec cette accusation, il venait d'ouvrir une porte que peu de sélectionneurs osent franchir. Celle de la sorcellerie
dans le football africain. Eric Chelle ne s'est pas contenté d'insinuer. Il a pointé du doigt ce qu'il affirme avoir vu de ses propres yeux. Selon lui, un membre du staff congolais se tenait à côté du terrain pendant toute la séance de tir au but. Cet homme ne regardait pas le match. Il ne parlait à personne, il était concentré sur autre chose. Un récipient flit de vive voix. Le sélectionneur raconte que cet individu n'arrêtait pas de remuer l'eau, encore et encore, comme s'il effectuait un rituel. Il ne bougeait pas, ne changeait pas de position, ne s'intéressait ni aux joueurs ni au ballon. Pour Chelle, ce geste n'était pas anodin. Il était convaincu qu'il s'agissait de vaudou, une pratique mystique visant à influencer le résultat. Sa déclaration est tombée comme une bombe. Pendant toute la séance de tir au but, un gars de la RD Congo faisait du vaudou. Il remuait de l'eau tout le temps. Cette phrase, captée par les médias, a été immédiatement partagée, commentée, détournée. Elle a ouvert une brèche entre le rationnel et l'irrationnel, entre le terrain et l'invisible. Pour certains, cette accusation reflète un sentiment de défaite difficile à accepter. Pour d'autres, elle renvoie à des croyances encore très présentes dans de nombreuses régions d'Afrique. Et dans tous les cas, elle crée une polémique qui dépasse largement le cadre sportif. La question se pose désormais. Le football africain peut-il vraiment échapper à ces mythes et traditions ? Le vaudou, souvent mal compris, est une pratique spirituelle ancestrale présente dans plusieurs régions d'Afrique, mais aussi aux Caraïbes et en Amérique du Sud. Ces rituels s'appuient sur des symboles, des invocations, des éléments naturels comme l'eau, la terre ou le feu. Il ne s'agit pas d'une simple superstition pour ceux qui y croient, mais d'une façon de se connecter à des forces invisibles, d'influencer le sort ou de protéger les siens. Dans le contexte du football, cette croyance n'est pas nouvelle. Certains joueurs, entraîneurs ou supporters reconnaissent avoir recours à des rituels pour blinder leur équipe ou bloquer l'adversaire. Cependant, très peu osent en parler publiquement, encore moins à un niveau international. C'est pourquoi l'intervention d'Eric Chelle choque autant. Elle met en lumière un sujet souvent caché, tabou et rarement assumé dans la sphère sportive. Mais une question essentielle se pose. Le Nigeria a-t-il réellement perdu à cause d'un rituel ? Ou s'agit-il d'une excuse, d'une tentative de détourner l'attention sur la performance sur le terrain ? Certains veulent y voir une faille mentale, d'autres une croyance sincère. Dans tous les cas, cette accusation réveille des tensions entre tradition et modernité, entre logique et mystique. Ce débat révèle aussi la complexité de l'identité africaine dans le sport mondial. Le football africain est souvent jugé selon des standards européens, où seules les tactiques et la performance physique comptent. Mais ici, le match s'est joué aussi sur le terrain de la spiritualité, de la culture et peut-être de la peur de l'invisible. Qu'on y croit ou non, le vaudou est désormais au centre du récit. Dès que les propos d'Eric Chelle ont commencé à circuler, Internet s'est enflammé. Les premières réactions sont venues des médias sportifs, intrigués par une telle déclaration. Très vite, les réseaux sociaux ont pris le relais. X, ancien Twitter, Facebook, Instagram, les discussions ont explosé. Certains ont pris les paroles de Chelle au sérieux, d'autres en ont ri, et nombreux sont ceux qui se sont servis de faire des mèmes et des vidéos humoristiques. Les supporters nigériens, déjà frustrés par la défaite, ont partagé de nombreux messages de soutien à leur sélectionneur. Pour eux, cette accusation n'est pas un simple coup de colère, c'est la preuve que des forces extérieures ont vraiment influencé le match. Ils parlent de football sale, de tricherie mystique et exigent une enquête pour nettoyer le jeu de ces pratiques. De l'autre côté, les supporters congolais ont réagi avec un mélange de fierté et de dérision. Ils se sont moqués de l'excuse utilisée par le sélectionneur nigérien, affirmant que cette accusation prouve à quel point la victoire de leur équipe a fait mal. Certains ont même repris le thème du vaudou pour créer des chansons, des vidéos humoristiques ou des défis en ligne. Pour eux, le football se gagne sur le terrain, pas dans les esprits. Au-delà des supporters, des journalistes, influenceurs et même des joueurs d'autres pays se sont exprimés. Certains demandent qu'on arrête de mêler superstition et sport moderne, tandis que d'autres reconnaissent que ces croyances sont encore très vivantes et ne doivent pas être ignorées. Le débat est devenu viral, transformant un simple match de foot en polémique culturelle internationale. Pendant que la polémique grandit à l'international, la RD Congo a choisi une voie diamétralement opposée, la fête. Dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi et partout dans le pays, les supporters sont descendus en masse célébrer la qualification de leur équipe. Des drapeaux, des chants, des klaxons, l'ambiance était euphorique, comme si le pays venait de remporter une finale de Coupe d'Afrique. Les joueurs congolais, eux, ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont posté des photos, des vidéos dans les vestiaires ou des messages de fierté envers leur pays et leurs supporters.
Aucun ne s'est attardé sur la polémique lancée par Eric Schell. Leur langage était clair. La victoire est là, méritée, et maintenant il faut regarder vers l'avenir. Les médias congolais ont majoritairement ignoré les accusations venant du Nigeria. Leur ton est celui de la célébration, de la réussite, de l'accomplissement sportif. Certains journalistes ont même ironisé sur la situation, affirmant que, si le vaudou était si puissant, pourquoi ne pas l'avoir utilisé dès le coup d'envoi? L'humour, l'orgueil et la joie se mêlent dans cette vague nationale de liesse. Ce contraste entre la colère nigériane et la jubilation congolaise illustre bien la complexité du moment. D'un côté, une défaite difficile à digérer. De l'autre, une victoire vécue comme historique. Dans ce contexte, la polémique passe presque inaperçue en RD Congo. Le message des Congolais est simple. L'équipe a gagné par son talent, sa solidarité et sa détermination. Le reste appartient au royaume des mots et des croyances. Le football africain est profondément ancré dans ses traditions et ses croyances. Depuis des années, les joueurs, entraîneurs et supporters cohabitent avec des pratiques spirituelles qui vont bien au-delà du terrain. Que ce soit avant un match, pendant l'entraînement ou même dans les vestiaires, certains n'hésitent pas à invoquer la chance, la protection ou des forces invisibles. Ce mélange entre sport et mysticisme fait partie de l'identité africaine. Mais cela pose une question. Jusqu'où ces croyances influencent-elles les performances sportives? Peut-on vraiment parler de sorcellerie quand un pénalty est raté ou quand un gardien fait un arrêt décisif? La frontière entre le symbolique et le rationnel est parfois floue. Ce qui est certain, c'est que ces croyances ne sont pas vécues comme un handicap, mais plutôt comme une force complémentaire au travail physique et tactique. Dans un monde où le football est de plus en plus analysé à travers les statistiques, la technologie et la science, ces pratiques paraissent décalées. Et pourtant, elles persistent. Elles montrent que derrière les crampons, les stratégies et les buts, il y a aussi des hommes avec leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs et leur spiritualité. Même les plus grands joueurs ont parfois des rituels qu'ils n'expliquent pas entièrement. Ce débat reflète aussi un défi culturel. Comment concilier modernité et tradition ? Comment accepter que le football puisse aussi être un espace où s'expriment les croyances les plus anciennes ? Entre ceux qui moquent ces pratiques et ceux qui les défendent, le dialogue n'est pas simple. Mais une chose est sûre, le football, plus que jamais, est le miroir d'une société riche, complexe et diversifiée. Sur la feuille de match, la réponse est claire. La RD Congo a gagné. Le score final de 4 tirs au but contre 3 scelle leur qualification. Mais dans l'esprit des supporters et surtout dans celui d'Eric Schell, une autre bataille s'est jouée. Une bataille invisible, entre la lucidité et la croyance, entre le terrain et l'inexplicable. Et cette question persiste. Est-ce que le Congo a vraiment gagné ou est-ce le Nigeria qui a perdu ? Certains observateurs affirment que la séance de tir au but reste le moment le plus mental du football. Les jambes tremblent, les respirations s'accélèrent, les cerveaux s'embrument. Et dans ce contexte, la moindre distraction, le moindre doute peut faire basculer un match. Si le Nigeria a douté à cause d'un geste sur le bord du terrain, était-ce une influence mystique ou un manque de préparation psychologique ? D'autres disent que le football se joue à armes égales, que le talent, la concentration, l'entraînement et la solidarité sont ce qui fait la différence. Et sur ce plan, les Congolais ont été irréprochables. Ils n'ont jamais paniqué même après avoir encaissé un but tout dans le match. Ils ont égalisé, résisté pendant 120 minutes et transformé leur tir au but avec calme et précision. Peut-être est-ce là la vraie magie. Au final, cette question ne trouvera peut-être jamais de réponse unanime. Chacun y projette ses croyances, ses émotions, sa vision du sport. Mais une chose est sûre, peu importe ce que les uns croient, le résultat est acté. Le Congo avance, le Nigeria s'arrête. Et dans le cœur des supporters, la vérité est souvent plus émotionnelle que logique. Alors que la page du match aurait dû se tourner, le débat sur la sorcellerie ne cesse de s'amplifier. Les réseaux sociaux continuent de relayer les propos d'Eric Schell, les chaînes sportives en débattent et les supporters des deux camps s'affrontent. Certains réclament une enquête officielle, d'autres trouvent ridicule de mélanger croyances et football. Mais il est clair que cette affaire aura des répercussions bien au-delà de cette rencontre. Dans les jours qui suivront, la presse africaine et internationale scrutera chaque détail, chaque réaction. Les joueurs congolais vont-ils répondre? Le staff nigérien va-t-il revenir sur ses propos? Les instances du football africain vont-elles intervenir? Une chose est sûre, le silence n'est plus une option. Et dans ce tumulte médiatique, chaque mot peut alimenter le feu ou tenter de l'éteindre. Au-delà du sport, cette polémique met en lumière une réalité culturelle complexe, la coexistence de la science sportive et de la spiritualité ancestrale.
Elle pose une question profonde sur l'identité du football africain, souvent pris entre la modernité exigée par la scène internationale et les traditions spirituelles qui forgent ses racines. Ce n'est peut-être pas juste une polémique, mais un miroir tendu à toute une génération. Finalement, cette histoire restera peut-être comme un simple épisode, une anecdote dans l'histoire du football, où elle marquera un tournant dans la façon dont on parle du sport africain. Une chose est anticipée, le match Nigeria-RD Congo restera dans les mémoires, pas seulement pour son score, mais pour tout ce qu'il a révélé sur la puissance du football, des croyances et des émotions humaines. Dans ce match, il n'y a pas que le cuir et la pelouse, il y a la culture, l'émotion, la foi. Le Nigeria accuse, le Congo célèbre. Et nous, spectateurs, restons entre deux mondes, celui de la raison et celui du mystère. Alors on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait vraiment gagner une équipe ? Le talent ? Le mental ? Ou quelque chose d'invisible ? Au fond, peu importe la réponse, le football n'a jamais été que du sport. C'est aussi un miroir de nos croyances, de nos peurs, de nos rêves. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a bouleversé, intrigué ou simplement fait réfléchir, partagez-la. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où le football dépasse le terrain. Et n'oubliez jamais, un match peut se finir, mais son écho résonne longtemps. À très bientôt pour un nouveau chapitre.